de la semaine de la transformation organisée par Julie Sterwen, semaine de la transformation qui est notre 4e édition et dont le principe, vous le connaissez peut-être, c'est 2 webinaires par jour sur les enjeux de la transformation des organisations sur tous les domaines qui touchent la transformation. Pour ce dernier séminaire de clôture, nous avons un beau sujet qui sont les business models, s'adapter aux transitions en créant plus de valeur. Vaste sujet pour lequel nous avons la chance d'avoir 3 interlocuteurs qui vont nous aider, qui vont nous éclairer, parmi lesquels le premier, Hervé Verillon, qui est le directeur général de CALEF, Crédit Agricole Leasing and Factoring, Luc Terlinck, qui est senior investor chez Reset, et enfin Marc Sabatier, qui est le président de Julie Sterwen. Donc, c'est ces 3 RER-là qu'on va pouvoir confronter, mélanger pour répondre à cette question, comment s'adapter aux transitions en créant plus de valeur. Sur un aspect purement pratique, vous connaissez, si vous êtes déjà participant de ce type de conférence en ligne, vous pouvez poser vos questions dans public. On prendra les questions. C'est Judith qui réceptionnera les questions et qui les posera en fin de débat. Si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à vous signaler. On viendra à votre rescousse. Et bien sûr, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des micros coupés pour éviter tout parasite qui pourrait subvenir durant cet échange avec nous 4. Un petit mot chez Julie Sterwen, sur Julie Sterwen, notre cabinet donc, qui accompagne la transformation des organisations d'un point de vue à la fois stratégique et innovation. Vous le savez peut-être, nous avons 5 dimensions pour adresser la transformation, puisqu'on part du principe qu'une transformation est multidimensionnelle, et nous avons aujourd'hui 25 expertises que l'on classe sur 5 types de dimensions, que sont le business, le people, l'agilité, le digital et les transitions. Et en termes d'actualité, Reset, dont Luc Terlinck fait partie, est un cabinet qui accompagne la transition économique et environnementale des organisations comme les vôtres et qui nous a rejoint fin juin, d'où la présence de Luc pour ce débat. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On sait transformer son business model pour s'adapter et faire face aux grandes transitions que nous avons à adresser, qu'elles soient environnementales, énergétiques ou sociales, c'est bien. Heureusement, beaucoup d'entreprises y sont mises avec des niveaux de profondeur assez différents. Pour autant, en profiter pour créer de nouveaux business models et des relais de croissance, c'est évidemment mieux. Et ce qui me permet de faire une transition directement auprès d'Hervé, avant de parler de ce que la manière dont Leasing and Factoring vous avez évolué, c'est finalement dans le business model existant, donc on va peut-être se projeter 1 an avant ou 2 ans avant peut-être, comment vous avez pu adapter ou comment le Crédit Agricole Leasing and Factoring s'est adapté à ces grandes transitions environnementales, énergétiques et sociales. Merci beaucoup pour la question, mon cher Julien. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi pour cet échange que j'espère interactif et vivant. Par rapport à ce que tu disais à l'instant, Julien, je crois que le point important quand on parle de transformation de business model, c'est effectivement que c'est une démarche qui s'est accélérée ces derniers temps, mais qui est quelque chose qui doit être perpétuel et ce, de plus en plus au fil du temps. Et chez Crédit Agricole Leasing et Factoring, qui donc est la structure dédié au financement spécialisé, c'est-à-dire toute forme de financement sauf le crédit classique pour les entreprises, que ce soit du très court terme, l'affacturage, le factoring, au moyen terme, le financement des investissements des entreprises via la location ou le crédit bail immobilier ou immobilier, jusqu'au très long terme, c'est-à-dire le financement des infrastructures de production d'énergie décarbonée, je pense en particulier évidemment à l'éolien et au photovoltaïque. Et bien en fait, cette transformation, elle est déjà dans notre nom. Parce que dans les premières choses que l'on a faites, et c'était maintenant il y a une dizaine d'années, c'était de justement regrouper ces différents métiers au sein d'un seul acteur, d'un seul bras armé à la puissance de l'arme du groupe Crédit Agricole, qui est Crédit Agricole Leasing et Factoring, ce qui nous permet finalement aujourd'hui de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients, comme je le disais tout à l'heure, sur les financements. Et peut-être pour terminer sur cette dimension-là, juste peut-être 2-3 points de repère pour ceux qui nous écoutent. Nous sommes aujourd'hui un acteur européen présent dans 10 pays, évidemment principalement en France, un acteur qui fait à peu près 750 millions de revenus, 2700 collaborateurs et
ce qui est un élément aussi partie prenante de notre transformation, c'est ce que j'appelle la règle du 3 fois 50-50. C'est quoi en fait? C'est que dans notre business, on est 50% factoring, 50% leasing, on est 50% France, 50% international, et on est 50% au service des clients du groupe Crédit, des banques du groupe Crédit Agricole, et 50% en financement de clients externes ou de partenaires. Et donc la transformation, c'est tout simplement, depuis maintenant plus de 10 à 15 ans, d'arriver à jouer et équilibrer entre ces différents blocs. Très clair, merci Hervé. Alors, finalement, un beau jour, peut-être en 3 ans, arrive l'idée d'une nouvelle activité que tu vas décider de lancer avec, j'imagine, l'ensemble de ton équipe. Donc, première question, quelle est cette activité? Et finalement, pourquoi lancer cette activité et en quoi, justement, elle vient transformer la chaîne de valeur de Calef? Alors effectivement, alors en fait, c'était pas un matin en me rasant, parce qu'en fait, en général, je me rase que quand je suis invité par des gens importants pour un webinaire, mais c'était en fait un matin où j'ai enlevé mon masque, mais au sens premier du terme, puisque c'était au moment du Covid, où effectivement, je vais peut-être juste faire un petit pas de côté pour expliquer pourquoi en fait. Je viens de le dire sur nos métiers, donc on a un de nos métiers, c'est celui dont qu'on va parler là, qui est le leasing, donc le financement locatif en fait. Et sincèrement, comme d'ailleurs la facturage, c'était il y a quelques années des métiers qui étaient un peu connotés. Donc c'était des techniques de financement qui étaient plutôt adressées aux entreprises auxquelles les banques ne veulent pas vraiment prêter en blanc, parce qu'il y a une dimension de risque sous-jacente. Et donc, en gros, on prend une garantie supplémentaire, c'est l'actif. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, et le Covid a été un des deux formidables accélérateurs, c'est que les besoins des clients, ils évoluaient parce que les clients, ils veulent de moins en moins investir en direct, être propriétaires des biens, mais plutôt en avoir l'usage. Donc ça, c'est vraiment une mutation des comportements des clients. La deuxième dimension, c'est que nous avions sur nos métiers, pour des financeurs comme nous historiques, un certain nombre d'acteurs qui sont en fait des courtiers, des intermédiaires, qui justement intermédiaient la relation pour offrir des services aux clients. Et il y avait une volonté pour nous d'internaliser cette valeur. Ça, c'est pour nous l'entreprise que nous sommes. Et puis la troisième, évidemment, dimension, c'est la dimension sociétale et environnementale et comportement respectueux. Parce que de quoi parle-t-on? En fait, ce dont on parle, c'est la transformation du business d'un crédit bailleur vers une logique de contribution à l'économie circulaire et de financement de la multivie des biens. On y reviendra. Et il y a eu vraiment deux accélérateurs. Le premier, c'est ce matin, là où j'ai enlevé mon masque il y a maintenant plus de 4 ans, c'est le Covid. Et le deuxième, c'est la réglementation, parce que souvent, c'est aussi ça qui accompagne les mouvements. On pourrait débattre longtemps pour savoir si ça les précède ou si ça les suit, mais la réglementation, et notamment la loi AGEC, qui amène à devoir avoir 20% de matériel d'occasion dans les parcs aujourd'hui, notamment informatiques des collectivités publiques, a été un formidable accélérateur sur cette dimension-là. Alors, merci Hervé. Luc, toi Luc, tu connais bien une entreprise Decathlon que nous connaissons tous d'ailleurs. Et Decathlon, un beau jour, peut-être que le fondateur, en l'occurrence de Decathlon, le directeur général de Decathlon, alors ça se passe en Belgique, enlève son masque comme vient de faire Hervé, et décide de créer avec toi une nouvelle activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer un peu quel était le contexte pour justement pour accélérer cette transition en termes de business model? Avec plaisir, Julien. Juste une petite précision, en fait, ce n'est pas le directeur général qui a enlevé son masque, en fait, c'est une conviction partagée par énormément de monde chez Decathlon. Decathlon n'est pas sur un modèle soutenable aujourd'hui. Il faut impérativement se transformer. Et moi, j'avais l'occasion d'entendre très régulièrement avant de rentrer chez Decathlon. Et je l'entendais, cette entreprise me séduisait tellement qu'un jour, j'ai appelé le directeur, le CEO belge pour dire Faustino, je veux venir bosser chez vous pour vous aider à trouver des modèles plus soutenables. Et il m'a dit, Luc, crée ton job, était le bienvenu. Et je suis donc rentré chez Decathlon dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model. Et dans cette fonction, après 8-9 mois, où j'ai passé énormément de temps à beaucoup écouter, à rencontrer énormément de gens, j'ai eu une énorme révélation dans le sens où ça m'est tombé dessus en quelques secondes. C'est quoi cette révélation? C'est qu'en entrant dans des modèles où on permettrait aux clients d'utiliser les produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on peut potentiellement rentrer dans des modèles très vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, Decathlon, mais c'est valable en fait pour toutes les entreprises qui vendent des produits. La planète aussi. Pourquoi? Parce que dans ces modèles,
Au plus on conçoit, au plus on produit et au plus on met à disposition les produits les plus qualitatifs et les plus durables. Et ce que j'entends par durable, c'est la durée de vie des produits. Plus les produits seront qualitatifs et durables, plus on pourra les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc, potentiellement, la rentabilité par produit comparé à une vente pourrait augmenter. Et dans ce cas, ces gains de rentabilité, on pourrait les partager avec les clients en réduisant les prix ou en ajoutant du service et de l'expérience dans l'offre, mais aussi avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus qualitatif, de plus en plus durable. En fait, l'énorme prise de conscience pour moi, c'est que dans les modèles usage versus propriété, potentiellement, plus les produits sont de qualité, plus les prix pourraient diminuer, mais cette fois-ci en mettant une pression positive sur la chaîne en amont. Ce qui est un shift potentiel à 180 degrés. Aujourd'hui, dans les modèles linéaires, si on veut de la qualité, on la paye cher. Comme les entreprises veulent ou doivent faire des volumes, on met de la pression sur cette qualité, qui met de la pression sur la chaîne en amont, au niveau écologique, au niveau social. Là, on pourrait faire ce shift à 180 degrés. Plus les produits sont de qualité, plus les prix diminuent, pression positive sur la chaîne en amont. Et cette équation-là, elle est irréfutable. Vous pouvez la retourner dans tous les sens et elle est d'ailleurs connue de toutes celles et ceux qui se sont intéressés à l'économie d'usage, économie de la fonctionnalité, économie circulaire, économie servicielle, etc., etc. Par contre, trouver des modèles qui ont réellement démontré ça de manière impactante, c'est beaucoup plus compliqué. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, j'avais proposé à Decathlon de se mettre en mouvement sur le modèle qui avait le plus de potentiel d'impact, proposer une solution à nos clients qui leur permettait d'envisager de ne plus rien devoir acheter. Un forfait mensuel et vous avez accès à absolument tout le catalogue, 40 000 références plus ou moins, sauf le consommable évidemment, ce qui est à usage unique. Et on a proposé en fait 3 formules d'abonnement à nos clients, un abonnement à 25 € par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 50 pour un plafond de 1000 et un abonnement à 95 pour un plafond de 2000. Le plafond étant la valeur maximale des produits dont le client pouvait disposer au même moment chez lui. Imaginez pour l'éclairer que vous avez souscrit à l'abonnement à 50 pour 1000, vous avez pour 950 € de matériel chez vous, vélo, raquettes, patins, que sais-je. Vous voulez faire du kayak ce week-end, le kayak coûte 200 €, 950 plus 200, vous allez dépasser le plafond de 1000, vous ne pouvez pas. Vous devez rapporter du matériel pour prendre le kayak, mais vous pouvez rapporter le kayak le lendemain et changer tous les jours si vous le souhaitez. Très clair. Merci beaucoup. Marc, on a 2 exemples très concrets, finalement, d'idées. Un, enlever le masque et lui qui est venu taper la porte de Decathlon. Quand on réfléchit finalement au relais de croissance, qu'est-ce que ça couvre finalement? Et puis, quel type de réflexion faut-il avoir finalement? En fait, merci Julien, bonjour à toutes et à tous. En fait, et c'est le côté un peu réjouissant du truc, c'est quand on veut bien se pencher sur l'impact des transitions sur les modèles d'entreprise, on peut trouver beaucoup de business models. On vient d'avoir 2 exemples qui sont super intéressants, qui sont aussi des relais de croissance. L'un et l'autre, Hervé et Luc l'ont indiqué. Avoir évidemment dans chaque cas, je ne parle pas de Crédit Agricole, ni Factory, ni Decathlon, mais pour les entreprises qui sont là-dedans, avoir dans chaque cas si le marché est solvable, si le modèle est soutenable, mais d'expérience, on trouve toujours des choses. On va bien se pencher sur la question. Dit autrement, c'est vrai que d'une manière générale, on parle un peu et surtout des contraintes qui sont liées aux transitions environnementales et sociales, mais on parle beaucoup moins des opportunités que ça représente, et c'est un petit peu dommage. Si je résume un tout petit peu pour essayer d'élargir le champ par la suite, Hervé chez Calef a fait une forme finalement d'intégration verticale dans sa chaîne de valeur qui lui permet de faire un gros levier sur le réemploi à la seconde vie à la suite d'un leasing et du coup commercialiser plusieurs fois des biens, ce qui permet de produire moins de biens mais qui soient mieux et plus utilisés. Et puis, en plus, Calef s'est rentré sur le marché de l'usage des biens qu'il reconditionne et qui sont des biens qui auraient peut-être été donnés sinon. Voilà. Et c'est comme ça qu'un banquier, pour faire simple, s'est retrouvé à développer des usines. Et moi, je trouve ça beau. Dans l'exemple Decathlon de Luc, on est en plein dans le passage de l'économie de la propriété à l'économie de l'usage. Par l'occasion d'articles Decathlon, on a aussi une forme de levier d'inclusion, d'accès à des produits aussi par une clientèle qui ne pourrait pas se l'offrir. Par exemple, je ne sais pas si c'est exactement le cas, Luc, mais imaginons un très beau vélo électrique à 5 000 €, tout le monde ne peut pas se le payer. En revanche, utiliser un vélo à 5 000 € dans une logique de location, ça permet d'ouvrir finalement des produits inaccessibles à beaucoup plus de gens et donner un accès en fait à des produits beaucoup plus intéressants à tout le monde. Et ça aussi, l'inclusion, c'est un bénéfice qu'on peut trouver derrière ces réflexions. Et accessoirement d'ailleurs, c'est pas accessoire du tout, mais comme pour Calef, la location, ça permet de produire moins de vélos, mais qui soient plus souvent utilisés, et tout ça dans des business modèles
soutenable pour agricole ou des Decathlon. On a donc vu de l'intégration verticale, du réemploi, de la réparation, des modèles qui poussent de l'économie de l'usage versus l'économie de la propriété, de l'inclusion, j'ai en parlé, mais encore une fois, on se penche sur le champ des possibles est infini. En même temps, il est très spécifique à chaque entreprise dans son marché. Donc, prenez pas ce que je vais vous dire maintenant pour des recettes de cuisine, il faut juste regarder les choses. Je pense qu'on en parlera. Deux exemples un peu bateaux qui vont parler à tout le monde, parce que tout le monde connaît ces entreprises. On sait tous d'où vient Schneider Electric, qui fabriquait, des interrupteurs, des choses comme ça. Il n'est pas que ça. Mais ces métiers, c'était ça. Aujourd'hui, Schneider s'est reconnu comme un leader, voire le leader mondial des solutions énergétiques durables. Et c'est pas un claim marketing ou un habillage des produits existants, leurs vieux produits. Non. 70% de leurs revenus sont directement liés à ces activités qui sont pour l'essentiel assez récentes. Donc, ils ont utilisé ils ont tiré parti en fait de la transition environnementale énergétique pour créer des nouveaux produits et qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires. C'est à quel point Schneider Electric est successful aujourd'hui. Je peux citer aussi un acteur qu'on connaît bien, Veolia, recyclage, valorisation de déchets, qui était encore, il n'y a pas si longtemps, qui me pardonne, essentiellement concentré sur la collecte des ordures. Le symbole du métier, c'était le camion. Hein. Aujourd'hui, Veolia RVD, évidemment, ramasse toujours des poubelles, heureusement pour nous, mais a complètement transformé son business model et tire ses revenus des solutions énergétiques qu'elle propose à ses clients, de la matière secondaire qu'elle vend à d'autres clients. Donc, un changement de modèle, de nouveaux produits et des cibles de clientèle nouvelles. Donc là, on voit à nouveau des nouveaux produits, des nouveaux métiers, des nouveaux segments de clientèle, ça j'ai insisté pour le dire, des nouvelles sources de revenus, à la fois plus durables, plus vertueuses. En revanche, attention, il n'y a rien de facile, il faut y croire, parce que ce sont des transformations qui sont souvent coûteuses, complexes à mettre en place, qui vont mettre en cause des métiers, des compétences, même des modes de décision, donc il faut un certain courage managérial. Sur le processus, justement, là, Hervé et Luc, finalement, on fait preuve d'initiative individuelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une idée qui arrive, on va explorer. Luc, une conviction. Comment ça se passe pour justement faire émerger ces nouvelles idées dans l'équation pour un COMEX, par exemple? Quel est le processus à opérer? Et puis, finalement, pourquoi ça n'arrive qu'à ce moment-là? Parce que je pense que la transition, on en parle depuis 2-3 ans, en fait. Hein, c'est pas nous. Et pourquoi seulement maintenant et pourquoi on ne l'aurait pas fait avant? Quel est le trigger, comme on dit dans le jargon, qui fait que ça s'accélère, que ça se cristallise pour pouvoir sortir une idée comme celle que Hervé a mis en place avec ses équipes et Luc chez Decathlon? Je vais répondre à ta deuxième question avant la première. Pourquoi ça n'arrive que maintenant? Alors, je citais par exemple Schneider Electric ou Veolia ou bien d'autres, et les entreprises plus petites, etc. Elles ont commencé il y a un certain temps à tirer parti des transitions pour trouver des business models, des relais de croissance, etc. Donc, attention, tout le monde ne commence pas maintenant, mais c'est vrai que la particularité des transitions qui sont devant nous, c'est que on les connaît pas très bien en réalité. Et donc, ça change aussi la manière d'appréhender l'avenir, d'appréhender la projection qu'on peut faire de ces métiers. Et c'est pour ça que, quelque part, on a un peu tendance à repousser ça devant nous. Heureusement, on parlait tout à l'heure sur le volet purement réglementaire, comme le disait Hervé tout à l'heure. Moi, je pense que les réglementations, elles font du bien là-dessus parce qu'elles obligent, en fait, à faire avancer les entreprises tout ensemble. Et comme c'est tout ensemble qu'on peut avancer sur ces sujets, ça tombe assez bien. Donc, pourquoi maintenant? Tout simplement parce que on n'est pas obligé de le faire et qu'on va un peu dans l'inconnu. Il y a quand même des paris sur cette évolution, cette manière de prendre en compte les transitions. Après, comment faire? D'abord, de façon assez évidente, il faut évaluer comment les transitions environnementales, sociales affectent directement ou indirectement l'activité de l'entreprise. Bon. Quels aspects de votre modèle actuel sont vulnérables au changement? Où se trouvent les opportunités de croissance? Il faut analyser, comprendre les nouvelles attentes des consommateurs, et elles sont clairement évoluées, et elles sont plutôt ça mène plutôt du vent dans les voiles de ceux qui veulent travailler sur ces transitions. Il faut analyser donc les évolutions réglementaires. Parce qu'encore une fois, derrière les évolutions réglementaires, ils sont des contraintes. Souvent, elles se cachent plein d'opportunités d'innovation, plein d'opportunités de bousculer le marché. Souvent, c'est un petit peu les startups qui s'engouffrent là-dedans quand il y a une réglementation, pour essayer de trouver les manières non pas de la contourner, mais de l'utiliser pour créer du business. Toute entreprise est capable de le faire aussi.
Bref, il faut analyser comment les risques climatiques, sociaux changent les choses sur le moyen à long terme pour l'entreprise. Sur l'analyse des tendances du marché dont je parlais à l'instant, par exemple, il faut regarder la demande pour des produits éco-responsables. Il y a une demande. Est-ce qu'elle est solvable? C'est ce qu'il faut analyser aussi. À quelle vitesse il faut y aller sur quel produit? C'est aussi là-dessus. Quelles sont les opportunités de business que représente l'économie circulaire? Deux exemples autour de moi. Comment, par exemple, la transparence dans les chaînes d'approvisionnement crée des opportunités, des avantages concurrentiels. Sur les produits, il faut repenser, revisiter les produits et les services avec une approche durable, un peu comme Calef et Decathlon l'ont fait, hein. Dans la conception de produits, imaginez les produits qui minimisent l'impact environnemental, par exemple en utilisant des matériaux cyclés, en réduisant les déchets, en allant vers des produits à faible empreinte carbone. Il y a aussi tous les sujets autour de la modularité, de la réparabilité, de la recyclabilité, qui sont des tendances fortes qui génèrent des opportunités. Et il n'y a pas une entreprise qui n'est pas concernée. Il faut regarder les opportunités du passage de la propriété à l'usage. C'est vrai pour Decathlon, c'est vrai pour Crédit Agricole, mais c'est vrai pour la très grande majorité des entreprises qui sont concernées par le sujet, qui ont des choses à faire là-dessus. La très grande majorité ne l'a pas encore fait, mais la très grande majorité peut le faire. Il faut utiliser la circularité comme moteur de croissance, favoriser l'économie circulaire. IKEA, par exemple, a lancé des programmes de reprise, de revente, de meubles d'occasion pour prolonger la durée de vie de leurs produits, prolonger la durée de vie, vu qu'on a parlé, ce qui permet de répondre en même temps à la demande de croissance, de consommation responsable. Il y a plein de champs comme ça, plein d'opportunités en fait qui existent. Ça me prendrait l'après-midi, je peux terminer là-dessus. Réduire les déchets, valoriser les ressources, regarder les investissements dans la digitalisation, les technologies d'air, trouver des solutions collectives sur la chaîne de valeur ou sur un secteur, en particulier collaborer avec les fournisseurs, collaborer avec les clients pour faire émerger les solutions. Bref, voilà, il faut de la volonté, il faut de l'innovation, il faut de la collaboration, il faut de l'adaptation stratégique. Et ce qui est certain, c'est que les entreprises qui repensent leurs produits, leur chaîne de valeur, leur processus de cette façon, à mes yeux, sont non seulement mieux préparées pour les défis à venir, mais aussi mieux positionnées pour saisir des opportunités de croissance. Donc, voilà, s'il faut choisir entre y aller et pas y aller, moi j'ai choisi mon point. Hervé, par rapport à ce que dit Marc, finalement, quel a été le processus? Alors, j'ai bien compris que tu avais enlevé le masque, et après, comment ça se passe? À partir d'une idée, comment tu arrives, toi, à faire aboutir finalement ce lancement d'activité auprès de tes équipes, donc j'imagine de ton équipe rapprochée? Comment ensuite ça descend dans le système pour que tout le monde se mette en mouvement par rapport à cette idée? Est-ce que tu peux nous expliquer? Et puis en combien de temps ça s'est fait finalement? Alors, effectivement, le temps est une bonne question, Julien. J'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Ouais, peut-être juste pour revenir et rebondir sur ce que vient de dire Marc. En fait, comment on s'y est pris finalement? Donc déjà, on avait enlevé le masque, ça c'était pour prendre une bonne bouffée de respiration et pour se lancer. Et puis après, vous savez, on est des banquiers à la base, hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a non pas remis le masque, mais on s'est dit, bon, allez, comment on s'y prend? Et en fait, assez rapidement, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est une vraie transformation du business model, un changement d'approche. On s'est dit, il faut savoir pour qui on le fait, comment, avec quelles offres et quels process, quels moyens on y alloue, et puis dans la manière de faire, la conduite, l'embarquement et les modes start-up que tu évoquais tout à l'heure, incubateurs et autres. Et à ce stade-là, et je crois que c'est un point important, et qui a été une condition du succès de l'embarquement, c'est qu'en fait, on s'est rappelé du bon vieux slogan « Qui trop embrasse mal étreint ». Donc, on s'est dit, on va se focaliser, et nous avons pris le parti et choisi de nous focaliser sur l'économie de l'usage, l'économie circulaire, le financement de la multivie, sur deux principaux types d'actifs qui ont deux caractéristiques communes. La première, c'est de bouger. Et la deuxième, c'est d'avoir des multi-usages au sens de nos clients du terme, c'est-à-dire des usages soit en tant que particulier ou soit en tant que professionnel ou entreprise. Et on est allé d'une part vers le secteur du véhicule et de la mobilité, et d'autre part vers l'informatique. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, assez rapidement, on s'est dit, s'il faut contribuer, et c'est notre ambition et notre objectif, à ce cercle vertueux, il faut commencer dès le début.
Et donc, commencer dès le début, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le premier acte d'utilisation d'un bien, il faut que nous le financions tout en étant propriétaires pour pouvoir gérer ensuite tout le cycle de vie. Et donc, déjà, la première chose qu'il a fallu que l'on fasse, c'est qu'on adapte nos process, qu'on crée des offres pour financer sous forme de produits de location et non pas de crédit bail qui donne aux clients l'option d'achat, mais de location, que nous financions au maximum le matériel roulant d'une part et le matériel informatique d'autre part. Et on était dans un momentum important, parce que si on parle de matériel roulant, et notamment de véhicules personnels, vous voyez bien que cette période, 2020-2021, c'est là où on commence à parler d'hybride, d'électrique, et en fait, les gens, ils ne savent pas trop. Donc, fondamentalement, est-ce que j'ai envie d'acheter ma bagnole et de devoir gérer la batterie, etc. Non, donc très bien, je vais la louer. Et nous avons donc créé de toutes pièces une structure de location longue durée en France, parce que contrairement à nos concurrents bancaires, nous n'étions pas très présents au sein du groupe Crédit Agricole sur ce segment. Elle s'appelle Agile Auto. Comme son nom l'indique, nous sommes agiles sur les automobiles et nous avons aujourd'hui un parc de financement assez significatif au sein des clients des caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL. Ensuite, on s'est dit, on va aller vers d'autres types d'actifs. Alors moi, j'aime bien les camions. Marc, tu parlais tout à l'heure des camions de Veolia. Donc, par exemple, nous, on a 5000 camions. On a 5000 camions en Pologne que l'on finance en location longue durée. Et ça, on l'a fait en faisant quoi? En rachetant une entreprise détenue par l'un des principaux constructeurs de camions en Europe de l'Est. Parce que le point important, c'est de s'allier avec un industriel aussi. Parce que c'est bien gentil de dire je vais faire la multivie de l'actif et je vais débarrasser le client du problème de la valeur de l'actif et de l'usage. Encore faut-il derrière être capable de le gérer. Et nous sommes des banquiers, donc nous devons nous allier avec des industriels. Peut-être un troisième exemple, toujours sur la mobilité, c'est sur les véhicules utilitaires légers électriques. Donc, véhicules utilitaires légers électriques. Donc là, on est déjà sur un segment assez précis. Donc, encore une fois, on se focalise. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, dans les usages, c'est quoi qui est important? C'est ce qu'on appelle le LMD, le Last Mile Delivery. C'est-à-dire la commande Amazon qu'on fait tous, en se disant quand même, merde, putain, on pourrait acheter français, on pourrait faire différemment, mais en fait, finalement, c'est comme ça que ça marche. Et il y a quelqu'un qui nous l'amène. Et ce quelqu'un, en général, il arrive avec un petit VUL. Et ce VUL-là, en plus, il ne le garde pas toute la journée. Donc, il y en a d'autres qui l'utilisent dans la journée. Donc, c'est important de pouvoir gérer le multiconducteur, de tracer, de suivre, etc. Et donc, pour faire ça, nous, on ne sait pas faire, on est banquier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est allié avec des gens, donc en l'occurrence Michelin, groupe français, et on a créé ensemble, en JV, une structure dont nous sommes coactionnaires, qui fait à la fois la dimension mise à disposition et embarquement de toute la technologie et le savoir-faire serviciel du terme, ça c'est Michelin, et le financement, c'est Crédit Agricole. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'y est pris sur la mobilité. Et puis, sur le deuxième élément qui est l'IT et l'informatique. Donc là, ça fait écho à ce que j'ai dit au début. Quand j'ai dit au début pourquoi on a fait ça, nos métiers historiques, je vous ai dit, on était sur des métiers où il y avait beaucoup de courtiers. Et on s'était rendu compte chez Crédit Agricole Leasing et Factoring, comme je pense un certain nombre de nos concurrents, que sur certains types de secteurs d'activité et de types d'actifs financés, notamment le matériel informatique, il y avait beaucoup de leasers, donc de gens qui faisaient l'intermédiation entre le financeur et le client. Et ils apportaient quoi, ces gens-là? Ils apportaient la connaissance d'un parc informatique, le fait de pouvoir parler avec un directeur informatique, et ils lui disaient, comme le courtier en habitat, t'inquiète pas, moi je connais les banquiers, je vais te gérer tout ça et je vais te faire le beau paquet cadeau. Et il y en a qui ont très bien réussi là-dedans, et vraiment, on a des formidables success stories, et moi, je les salue très, très fortement. Néanmoins, on s'est quand même dit, ça serait quand même plutôt pas mal que nous, on regarde ce qu'on peut faire. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté une structure qui était un petit leaser. Petit n'est pas péjoratif, mais par comparaison à d'autres beaucoup plus importants. Une structure qui s'appelle All-in, qui était spécialisée dans le matériel informatique et qui avait une double caractéristique. La première, c'est de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette intermédiation entre le client et le financeur. La deuxième, c'est d'avoir un site de reconditionnement dans le sud de la France, juste à côté de Montpellier. Je vous invite tous à aller à Lunel. Vous verrez un très bel entrepôt dans lequel passent chaque année 500 000 PC, c'est-à-dire à peu près 20% du parc de PC informatiques reconditionnés en France, et qui donc reconditionnaient ces PC. Donc reconditionner concrètement, ça veut dire quoi? Je les récupère, je les nettoie, je les upgrade. Le clavier AZERTY, c'est la touche Z qui est un peu enfoncée, je la change, etc., etc. Et cette entreprise-là, en plus, elle le fait, et ça c'est une formidable marque de valeur sociétale, elle le fait avec un modèle d'ESAT, avec des travailleurs handicapés. Et donc, cette entreprise, nous l'avons rachetée, nous l'avons arrimée au groupe Crédit Agricole, avec évidemment tous les sujets de culture, etc. On pourra y revenir si vous souhaitez.
Mais aujourd'hui, c'est vraiment notre bras armé et notre vaisseau amiral sur cette dimension-là. Et je suis sûr que parmi les connectés aujourd'hui, il y a mon directeur général de cette structure qui s'appelle Arnaud Collomb. Donc arnaud.collomb@allin.eu. Si vous voulez des PC, des claviers, des tablettes, des souris, et il vous trouvera le téléphone, n'hésitez pas. Et justement, sur l'aspect culture, comment les collaborateurs ont compris ce changement, en tout cas cette création de nouvelles activités? Ça leur apparaît, il y a de la fierté qui s'en est dégagée, ils ont trouvé ça génial en disant ou bien ça sort un peu de notre cœur de métier, on va dans un monde qu'on ne connaît pas et il y a donc des facteurs d'angoisse finalement sur l'avenir de Calef. Alors, je pense qu'on est passé par différentes étapes. Et ces différentes étapes, elles ont un petit peu pour moi, et pardon, c'est pas vraiment pas pour faire une image, mais elles ont un peu le même cycle que les pandémies. Parce que je vous parlais tout à l'heure du masque en 2020, puis on a eu ensuite le retour en 2021, un peu en 2022, etc. Et quelque part, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans les 2 premières années, parce que pour répondre à ta question de tout à l'heure, Julien, combien de temps ça a pris? Ça a pris 4 ans, en fait, concrètement, pour être là où nous en sommes aujourd'hui. On est passé par différents cycles. Donc le premier cycle, c'est de faire comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Et a fortiori, quand on s'appelle Crédit Agricole, qu'on existe depuis la Caisse régionale de Salins en 1889, et donc là, les amis, on fêtait le 14 juillet à la Bastille, on en a vu d'autres, ok, donc c'est bien gentil tout ça, mais bon, donc déjà, il faut faire comprendre qu'il faut le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ensuite de dire, dans le comment le faire, c'est vraiment cette logique que j'évoquais tout à l'heure de partenariat avec des industriels, de rachat d'entreprises, etc., c'est le mix des cultures. Et donc là, on passe par des phases up and down, clairement. Des moments, pour le coup, de fierté, des moments de succès collectif, et puis des moments où on se regarde un peu en chien de faïence et en se disant finalement, le nouveau qui arrive, c'est le nouveau métier, c'est le métier noble. Est-ce qu'il va supplanter l'ancien ? Je vous disais en introduction que nos métiers, en plus, étaient des métiers historiquement un peu connotés, entreprises en difficulté. Donc là, en gros, voilà. Et donc, les conditions d'embarquement et du succès, elles ont été, pour moi, principalement liées à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au départ être clair sur la cible, ne pas partir tous azimuts, se focaliser sur certains secteurs d'activité et types d'actifs, ce que l'on a fait, mais on aura sans doute l'opportunité peut-être d'y revenir, aussi de faire briller le collectif du Crédit Agricole. Pardon de faire un tout petit peu d'égocentrisme, mais je pense que chaque entreprise a sa culture, et donc la réussite d'une entreprise, c'est pas la même que celle d'une autre, parce qu'elle est liée à sa culture. Et c'est vrai que quand on parle d'économie circulaire, quand on parle de multivie des biens, on est en résonance avec l'économie au plus près des territoires. Un des slogans du Crédit Agricole, c'est connecteur de territoire. Connecteur de territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire fédérer différents acteurs, différentes entreprises, de différentes natures, industrielles, financiers, autour d'un but et un objectif commun, qui est justement la durabilité, le réemploi des actifs, etc. etc. Donc, alors, plein de choses, plein d'ingrédients. Et alors, à ce stade aujourd'hui, 4 ans après, finalement, est-ce que tu es en mesure de donner les bénéfices que Calef et que Global Group, par exemple, peuvent retirer? Alors, ce n'est pas des bénéfices financiers, stratégiques et autres, hein, mais si tu devais faire un bilan, justement, ou c'est trop tôt, finalement, et tu dis, il faut avoir une trajectoire il faut voir ça sur 10 ans, donc rendez-vous dans 5 ans. Ouais, moi je pense que c'est un peu tôt. Si je devais prendre une image sportive, on est peut-être à la mi-temps du match. Et puis d'ailleurs, c'est un match qui est en liaison avec ce qu'on disait sur la réglementation, sur l'évolution des usages et des capacités de production. Il y aura peut-être un peu de prolongation après le temps réglementaire. Est-ce que tous les véhicules seront verts en 2030, en 2035, en 2040, etc., etc. En tout cas, la tendance, elle est inéluctable pour moi. D'accord. On est dans un match qui ira au bout. La tendance, elle est inéluctable. Donc, c'est sans doute un peu tôt pour faire le bilan. Néanmoins, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est quand même plusieurs choses. La première, très sincèrement, le premier bénéfice, c'est le bénéfice que j'évoquais juste tout à l'heure en rebond de la question précédente, c'est la fierté au niveau du groupe Crédit Agricole d'être un acteur de ce beau sujet qu'est l'économie circulaire. C'est cette image de connecteur de territoire où nous avons réussi à assembler autour de cette dimension un grand nombre de parties prenantes du groupe.
Et en nous ayant focalisé sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces actifs utilisés par à la fois les particuliers, les professionnels et les entreprises, ça nous a permis de le faire en symbiose, en interaction entre deux entités du groupe, Crédit Agricole Leasing et Factoring et Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, qui est la structure qui fait du crédit conso. Et très sincèrement, c'était mon actualité de cette semaine. Dans les plus belles fiertés que l'on peut en tirer à notre niveau, le salon de l'auto, un super stand Crédit Agricole où nous étions présents et où nous sommes devenus un acteur du financement automobile. Ce n'était pas le cas il y a 4 ans et c'est par ça qu'on l'a fait et grâce à ça. Et une convention que nous avons faite avant-hier où nous avons réuni l'ensemble des collaborateurs l'ensemble des managers de ces deux entreprises et on a pu voir leurs yeux briller. Ça, c'est très égocentrique. Maintenant, si on regarde ce que ça apporte à nos clients, ce que ça apporte à nos clients, alors nous, on est leasing, factoring, financement de professionnels et d'entreprises, ça nous permet très sincèrement de discuter avec nos clients sur une vision moyen terme. Parce que ces transitions, elles ne se font pas du jour au lendemain. Et donc, des programmes d'investissement, des programmes de décarbonation, scope 1, 2, 3, net zéro, engagement net zéro, réduction d'empreinte carbone, on en parle avec nos clients, on les accompagne et on leur délivre quelque part du conseil. Ça, c'est pour moi le deuxième élément vis-à-vis de nos clients. Et puis le troisième, et c'est sans doute celui pour lequel il est encore un peu tôt pour en mesurer tous les effets, encore plus que les deux premiers, c'est le retour financier. Donc le retour financier, en fait, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que bien évidemment, quand on crée ce type de business model, il y a une phase d'investissement. Nous sommes finalement 4 ans après sur des modèles où nous sommes en train d'atteindre le break-even. Intéressant. Voilà. C'est plutôt pas mal pour toi ou... Alors, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, je crois que le sujet, et notamment sur les actifs roulants et la mobilité, c'est quelque part le rythme auquel l'environnement évolue, les usages évoluent. On a vu beaucoup en 2023 de financement, y compris en premier lieu locatif, de véhicules électriques sous forme locative, un peu moins en 2024. On ne va pas faire ici le débat des aides gouvernementales, des machins, des trucs, enfin voilà. Donc là aussi, ça passe par des up and down, comme je le disais tout à l'heure, mais je dirais que par rapport à nos cycles habituels, compte tenu du fait que c'était une transformation assez profonde, c'est plutôt pas mal. Merci Hervé. Luc, Decathlon, si on fait le bilan justement de ce beau projet que tu as mis en place, quels ont été les bénéfices de leur côté, de leur point de vue? Juste préciser, c'était donc un forfait mensuel donnant accès à tout le catalogue. Enfin, il y avait 3 forfaits mensuels. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y avait 2 obligations pour le client. La première, si un produit existe dans le stock d'occasion, a déjà été utilisé, c'est ce produit-là que le client utilisera. Et on demandait au client de prendre soin des produits, c'est-à-dire de les nettoyer et de les entretenir. On l'y aidait avec des tutoriels. Voilà comment bien entretenir un sac de couchage, par exemple. Mais s'il ne s'en occupait pas, on lui facturait la prestation. À ta question, les bénéfices. En fait, cette première phase d'exploration, on s'est mis en mouvement avec un seul objectif, c'est de capter de la donnée et voir si on pouvait modéliser, trouver un modèle qui soit faisable et surtout rentable. Et donc, évidemment, ce genre de projet, dans le cadre de son déploiement, bouscule absolument toute la chaîne chez Decathlon, de la conception au retail, en passant par le digital, le juridique, le financier, absolument tout. Donc, ça se met beaucoup de questions, ce genre de projet. On a souhaité un cadre très clair, c'est que, évidemment, toutes ces questions sont pertinentes, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore réellement confronté. On va se mettre en mouvement avec ce seul objectif de capter de la donnée et de ces données et voir si on peut modéliser. On a investi dans un outil digital qui nous a coûté 15 € par mois. Le stock, parfois, on le stockait dans nos domiciles privés. Enfin, on a vraiment bricolé pendant ces 10 mois de test. Et les enseignements qu'on en tire, je rappelle que l'objectif était de démontrer la rentabilité du modèle. C'est d'abord côté client, c'est 3 à 6 fois moins cher pour le client que l'achat. Et des enquêtes qu'on a menées auprès de clients et de non-clients, les principales motivations à souscrire à ce type de solution, c'est 1, la flexibilité. J'ai accès à des produits auxquels je n'aurais pas accès. Pardon, la flexibilité, je peux utiliser tout ce que je souhaite, quand je le souhaite, aussi longtemps que je le souhaite. Deuxième raison, c'est l'accès à des produits auxquels je n'aurais pas accès si je devais les acheter parce qu'ils coûtent trop cher. Et troisième, mais loin derrière, c'est une consommation plus responsable. Côté profit, on arrive à des niveaux de profitabilité quelque part entre 27 et 52%. Pour info, la profitabilité de Decathlon aujourd'hui est de 5% sur le modèle linéaire. Donc, on la démultiplie par un facteur entre 5 et 10. EBITDA positif la 2e année, EBIT positif la 3e année,
retour sur investissement après 4-5 ans. Le chiffre d'affaires par client, on a tracé des clients sur les 70 clients qu'on a eu accueillis lors de la première phase. Le chiffre d'affaires par client a été multiplié par 1,74. La contribution annuelle au résultat par client est multipliée par un facteur entre 6 et 13. Planète maintenant, pour un même EBIT, on peut diviser les émissions CO2 par un facteur entre 15 et 32. Je vous le mets encore sous un autre angle. La cible principale de cette solution, c'était la famille, parce que dans la famille, il y a des enfants, que les enfants veulent régulièrement découvrir et pratiquer de nouveaux sports, parfois à peine pour quelques heures, que les enfants grandissent, et donc parce qu'ils grandissent ou parce qu'ils évoluent techniquement dans le sport, ils doivent changer régulièrement d'équipement, et il y a les activités sportives saisonnières des familles ponctuelles, donc beaucoup de gaspillage économique et écologique dans le tissu familial. Une famille pourrait arriver, les émissions CO2 pourraient aboutir à 83 kg de CO2 par famille par an. Juste à titre de comparaison, dans le modèle biplay circulaire, dans le modèle d'abonnement. À titre de comparaison, dans le modèle linéaire, un vélo, c'est 117 kg de CO2. Une veste de ski, c'est 60 kg de CO2. Dans nos projections, pour arriver à 83 kg de CO2 par an, on a compté 35 produits utilisés sur l'année. Si vous faites 35 fois 60, par exemple, les émissions moyennes d'une veste de ski, on arrive à 2100 kg de CO2 dans le modèle linéaire. On divise par 25 les émissions CO2 pour un même client. Voilà les principaux bénéfices. C'est considérable, oui. Marc, peut-être justement sur ce que tu vois, toi, dans les bénéfices qu'opère, enfin les bénéfices qu'on peut avoir justement de ce type d'opération. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu identifies? Alors, attends, on ne t'entend pas. Alors, on ne t'entend pas, Marc. Hein. Il faudrait que tu rallumes ton micro. Oui, vous m'entendez? Pardon, je suis désolé, je vois pas aussi. C'est bon? Oui, très bien. Ok, pardon. Ouais, je disais dans le désordre, et en essayant de ne pas répéter ce qu'on dit qui est RP, il y a déjà la réponse aux attentes des consommateurs et des investisseurs. Les consommateurs, parce qu'ils sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales et sociétales, donc ils privilégient les marques qui s'engagent sur les transitions, par exemple des produits durables, les produits du commerce équitable, etc. Ça encourage évidemment les entreprises à adapter leur offre. Les investisseurs que j'ai évoqués, on le sait, ils sont de plus en plus attentifs aux critères ESG, et les entreprises qui intègrent ces critères ont aujourd'hui un accès plus facile en fait au capital, donc moins, et ça va aller croissant. Il y a un autre bénéfice qu'on a un peu évoqué, on a parlé de réglementation tout à l'heure, il y a les bénéfices au sens réglementaire et financier. Les réglementations qui sont liées à la transition écologique, taxe carbone, réduction de certains matériaux, normes énergétiques, sont de plus en plus nombreuses, et les risques, c'est surtout éviter des coûts supplémentaires, des amendes, des problèmes d'exploitation à moyen terme. Et sur les aspects financiers, ce que je pense aussi, c'est que les entreprises qui se penchent vraiment sur la question peuvent aussi mieux gérer, mieux anticiper les risques financiers qui sont liés aux crises environnementales, voire sociales, qui pourraient avoir lieu par la suite, comme les pénuries de ressources ou des catastrophes climatiques. On a parlé aussi du bénéfice qui est lié aux opportunités de croissance, je ne vais pas revenir dessus, ça fait tout le monde un instant lui bien évoquer les choses. Il y a des sujets aussi sur je pense, sur l'attraction, la retention des talents. En fait, aujourd'hui, on sait bien que les collaborateurs, il n'y a pas d'âge pour ça, mais les jeunes en particulier, mais tout le monde en fait est plus attiré pour une entreprise qui réfléchit à ces sujets plutôt qu'elle n'y réfléchisse pas. Et puis, le dernier bénéfice, c'est une affaire de résilience. En fait, je pense que réfléchir à ces sujets et avoir une stratégie qui prenne en compte ces réflexions au niveau du business model qui tire parti de la transition, ça renforce globalement la résilience de l'entreprise à plus long terme. C'est un détail. Je dis que les entreprises qui intègrent la durabilité dans leur stratégie sont souvent plus résilientes face aux crises futures, qu'elles soient économiques, environnementales, sociétales. Et du coup, elles s'arment pour un avenir qui est plutôt incertain. Elles s'entraînent aussi à prendre, je n'ai pas le mot pari, mais je n'ai pas d'autre mot pour l'instant, des paris stratégiques, peut-être plus audacieux, qui permettent au bout d'un moment d'être à la mi-temps du match, comme le dit Hervé, mais peut-être plutôt optimiste sur la seconde mi-temps, voire le temps additionnel. Et là où des modèles traditionnels, si on ne les change pas, pourraient devenir obsolètes, voire peut-être exploser en vol.
la liste des bénéfices, elle est très longue. Voilà. Et on a parlé des bénéfices, Luc et Hervé, et peut-être je voudrais revenir quand même aux obstacles, hein, parce que j'imagine que la pente, elle n'est pas forcément toujours facile. De Decathlon, quels sont finalement les principaux obstacles que tu as rencontrés pour implémenter et pour convaincre finalement? Parce que j'imagine que d'abord, il faut convaincre, et là aussi, embarquer le corps social pour pouvoir lancer ce type de projet, en tout cas. Alors, Decathlon, je le dis et le répéterai régulièrement, j'ai eu une chance et un privilège immense en fait de rejoindre cette entreprise et de donner naissance à ce projet et de l'avoir piloté pendant 3-4 ans. Decathlon est une entreprise vraiment très singulière qui avait mis en place des processus qui sont pour moi très adaptés, des processus décisionnels qui sont très adaptés aux projets d'exploration comme ceux-là, qui sont des cas de rupture. Un projet comme WePlay Circular, c'est un véritable cas de rupture. Je m'explique. Je n'ai dû convaincre personne en fait chez Decathlon. En tout cas pour l'exploration, chacun pouvait décider librement de la manière de se mettre en mouvement. Le processus décisionnel qui était en place chez Decathlon est le suivant. J'ai eu l'idée du projet WePlay Circular. Je devais aller en parler aux personnes qui allaient être impactées par cette décision, notamment le directeur financier, parce que j'avais besoin évidemment d'un peu d'argent pour démarrer ce projet. Mais même si les personnes que je consultais, qui devaient être des experts clés ou le directeur financier ou une équipe, s'il y avait une équipe, même si les personnes qu'on consultait disaient c'est une très mauvaise idée, on pouvait quand même y aller. Il y avait la possibilité d'un plan B, c'est qu'une des personnes consultées posait un veto, ça pouvait être le directeur financier par exemple. Dans ce cas-là, on réunissait les personnes qui avaient été consultées individuellement en collectif. La personne qui posait son veto expliquait pourquoi il posait son veto. Échange entre les membres du collectif, c'est toujours la personne qui portait l'idée qui pouvait décider. Il y avait la possibilité d'un scénario C, à nouveau un veto ou le même veto. On réunissait le collectif et cette fois-ci, on faisait intervenir des externes pour avoir d'autres perspectives. À nouveau, échange entre les membres du collectif, c'est toujours la personne qui portait l'idée qui pouvait décider. Je vous donne un exemple qui me fait penser que pour moi, le principal levier ou frein pour permettre à ce genre de cas de rupture de voir le jour, c'est la gouvernance et les processus décisionnels. Dans mon process de consultation pour démarrer le projet, mon patron m'avait dit « Luc, allons-y plutôt sur une typologie de produit, sur une verticale, plutôt que tout le catalogue. » J'ai entendu son retour, comme les autres retours des personnes consultées, et finalement, on a décidé d'y aller sur tout le catalogue. On a pu décider, nous. Alors, je ne peux pas réécrire l'histoire, évidemment, mais à mon avis, vous en conviendrez. Il est très probable que dans une entreprise avec des processus traditionnels pour l'exploration similaires à ceux existants pour l'exploitation, c'est le patron qui aurait le dernier mot. On y aurait été sur une verticale. Et je pense aussi qu'il est très probable que si on y avait été sur une verticale, soit ça fonctionnait sur cette verticale, et comme ça fonctionnait, on n'irait pas toucher, on aurait éventuellement ouvert une deuxième verticale, mais on n'aurait pas étendu vers tout le catalogue, soit ça ne fonctionnait pas et on aurait arrêté le projet ou on aurait essayé sur une deuxième verticale. Pour moi, aujourd'hui, le principal obstacle ou le principal levier pour des projets d'exploration, certainement pour des cas de rupture comme ceux-là, c'est la gouvernance et les processus décisionnels qui sont en place. Les projets d'exploration, pour moi, ne se pilotent pas de la même manière que les projets d'exploration. Hervé, de ton côté, donc tu as dit, on avait compris l'enjeu culturel, mais quand même, j'imagine que c'est un projet sur les 4 années. Le vent peut changer de cap, hein, et donc on a toujours le capitaine à la barre qui doit tenir le cap. Comment tu as fait, toi, pour tenir ce cap? Peut-être pas envers et contre tous, mais qu'est-ce qui fait et quels ont été tes obstacles majeurs, hormis la culture, monsieur? Alors, je dirais que déjà sur ce sujet-là, justement, le sujet en lui-même, le moment dans lequel on est, l'environnement faisait que ce n'était pas envers et contre tous. Parce que pour le coup, on est sur des tendances de fond, des tendances sociétales qui embarquent et que tout le monde, qui interpellent tout le monde. Après, le sujet, c'est le delivery et le concret. Ouais. Parce que sincèrement, le green, tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde en fait. Il y en a qui font un peu de washing. Vous avez compris que c'est pas nous, mais derrière, il faut le faire. Et donc, dans les facteurs clés de succès dans le temps, dans ces périodes de haut et de bas, il y en a pour moi un certain nombre. Le premier, c'est mon image de tout à l'heure, maintenir le cap. Le match est inéluctable. Donc même quand on entend l'électrique, les bagnoles, on ne sait pas, l'hydrogène, qu'est-ce que ça va donner, etc., dire, répéter et incarner dans l'entreprise et auprès des différentes parties prenantes le fait qu'on y croit et qu'on maintient. Donc oui, c'est vrai, je me souviens d'un moment de solitude
du côté du début de l'année 2023, où on se disait, en fait, est-ce qu'on continue? Ouais. On est dans des projets à cycle, comme évoqué par Luc tout à l'heure, il faut remettre de l'argent. Et début 2023, on s'est dit, est-ce qu'on en remet, en fait? Et on a répondu oui, dans un momentum où ce n'était pas totalement gagné. Donc ça, c'est pour moi la constance, c'est le premier élément. Je crois que le deuxième élément, c'est d'en faire un élément de fierté pour les collaborateurs et les collaboratrices. Je ne reviens pas sur la culture que j'évoquais tout à l'heure, mais je reviens plutôt sur qu'ils comprennent que c'est ça qui fait l'entreprise de demain, l'économie de demain, et donc juste leur job et celui de leurs enfants. Et là, je vais vous prendre un exemple très emblématique. Je vais vous livrer un petit secret. On s'appelle Crédit Agricole. On finance 80% des agriculteurs comme tout le monde le fait en France, comme tout le monde le sait en France. On avait un tendon d'Achille qui était que nous ne sommes pas très présents sur le marché du financement du matériel informatique et notamment des tracteurs, parce que c'est des actifs qui ne sont pas très liquides, etc., etc. Et en fait, ce projet-là nous permet de lancer quelque chose dans les semaines, mois qui viennent, plutôt mois d'ailleurs, je suis toujours trop optimiste, dans les mois qui viennent, de lancer quelque chose qui va être un élément de fierté important pour le groupe Crédit Agricole et qui l'est aujourd'hui pour VB 2700 collaborateurs, qui est d'avoir une offre dédiée au financement locatif en multivie sur le matériel agricole. Et c'est ce que l'on a fait sur la voiture. C'est ce que l'on a fait sur l'IT qui nous donne cette légitimité. Voilà. Donc la constance, des éléments de fierté, et puis peut-être si je devais en prendre un troisième et un dernier, ça serait de dire que il faut toujours, mais c'est un peu mon exemple de la grille d'ailleurs, il faut toujours raisonner sur le coup d'après. C'est-à-dire en fait se dire, ce que je suis en train de faire là, comme c'est quelque chose d'inéluctable, eh ben, ça va se démultiplier. J'ai bien aimé l'image de Luc tout à l'heure, est-ce que je fais une verticale ou est-ce que j'y vais différemment? C'est un peu la même idée reprise dans notre contexte, mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Marc, tes recommandations, toi, par rapport à ce que tu vois et par rapport à ce qu'on vit en tant que consultant, pour aller au bout justement de ce type de projets qui sont, on sent bien, hein, il faut tenir la barre, il faut garder le cap, une forme de directivité, et en même temps, il faut avoir cette agilité, cette souplesse hein, par rapport aux enjeux de culture, d'effets de bord. Ouais. Ma recommandation, j'en ai plusieurs, mais je peux revenir d'ailleurs sur cet aspect culture que tu évoques, sans reprendre à nouveau ce qu'a dit Hervé et ce qu'a dit Luc. Quand Hervé parle du fait que si, peut-être dans une autre entreprise, ça aurait été qu'une verticale, peut-être qu'avec une seule verticale, le projet de Luc, il n'aurait pas fonctionné. Parce qu'en fait, peut-être qu'il fonctionne uniquement en ayant un catalogue très large, etc. Donc, on fait des bêtises en étant prudent parfois. Et on se trompe, en fait, sur l'avenir en étant prudent. Et ça me ramène à un truc qui est quelque chose que je raconte depuis longtemps, beaucoup de COMEX, qui est qu'on a une façon de construire ou de mener des réflexions sur les projets stratégiques, les plans à plus ou moins moyen terme, qui nous amène forcément à beaucoup de court terme et être toujours dans l'ajustement et jamais regarder les choses de façon très ouverte. Et finalement, on prend assez peu de risques. Mais prendre peu de risques, c'est prendre un gros risque. Si je reprends la verticale de Luc par rapport à tes catalogues. Donc, en fait, je pense déjà qu'il faut, sur les sujets de transition, qui sont des sujets long terme, qui sont des sujets qui souvent nécessitent des investissements importants, dont le ROI n'est pas immédiat, peut-être pas dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans, comme on va pas se mentir, beaucoup de projets qui sont décidés dans les entreprises, on peut du ROI immédiat. Je pense qu'il faut, sur les sujets de transition, être capable de sortir un peu de ces trucs-là. Ça ne veut pas dire pas réfléchir, pas sécuriser, en fait, les scénarios sur lesquels on travaille, mais il faut sortir de ce carcan-là, en fait, du court terme et de la planification à 1 an avec, on décide quelque chose qui est extraordinaire. Je prends l'exemple d'Hervé, qui peut-être 1 an plus tard, parce que le vent a légèrement tourné, le budget sera pas là, on va couper le truc. Ça n'a pas de sens, en fait. En fait, ça fait dépenser beaucoup d'argent pour rien, mais on ne va pas au bout de nos idées. Dans la transition, il faut aller au bout de ses idées. Il y a ce sujet de rapport au temps, entre court terme et long terme, qui est très important. Il faut arriver à sortir de ça. Pour réussir aussi, je pense qu'il faut aussi aller chercher des choses différentes. On peut se dire, mais c'est compliqué, par exemple, de passer de la propriété à l'usage.
Dans certains cas, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de startups qui sont engouffrées dans ces sujets-là et qui viennent permettre d'accélérer ou de rendre possible des choses qui ne seraient peut-être pas possibles de construire en interne. Je donne 2 exemples. Je pense à Nail, de Caraïna VE, qui vous permet de façon très rapide et très simple, justement, de passer comme Decathlon, mais comme Decathlon de la vente de produits à la location, et qui a craqué en plus le sujet du financement des produits loués. Et je pense que aussi Hervé, aussi bien que Luc, sont d'accord pour dire que c'est un peu la clé du sujet. C'est le sujet central. Nail permet finalement très vite, avec un setup assez léger, de passer pour n'importe quel acteur de la vente à la location, inclut le projet de financement. Je pense aussi à une startup qui s'appelle Crushon dans le textile, qui permet d'organiser la seconde main pour les marques. C'est un nouveau métier pour les marques, et il y a une logistique, évidemment. Et Crushon permet de passer le pas très facilement, très rapidement. Donc, il faut regarder aussi ouvert, il faut regarder l'écosystème. Et pour terminer là-dessus, l'écosystème, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais nous, on y croit beaucoup chez Julius Sterwen et chez Reset. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut craquer que si on rassemble, c'est finalement un peu l'idée de l'intégration d'Hervé, mais si on rassemble des acteurs sur tout le long de la chaîne de valeur, on arrive beaucoup mieux à craquer des sujets et identifier des business models et réussir à les mettre en place que si on reste tout seul dans son coin. Et il faut associer les clients, les fournisseurs, mais aussi les partenaires qui font partie de la chaîne de valeur, ou alors se mettre entre acteurs du même secteur d'activité pour craquer ensemble quelque chose. Finalement, on mutualise les efforts, on mutualise les budgets, et sur beaucoup de choses, il n'y a pas de sujet de concurrence. Chacun regarder sa marge de compétition, etc. Mais sur beaucoup de choses, on peut faire des choses ensemble avec une puissance beaucoup plus forte et imaginer des nouveaux business, des nouveaux produits, des produits beaucoup plus, on va dire, vertueux si on le fait ensemble. Donc, il faut s'ouvrir, il faut penser collectif. Bien, on arrive au terme de notre échange. Une dernière question à laquelle je vous demanderai de répondre en 1 minute, non pas en 2. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Peut-être Hervé? Alors déjà, si c'était à refaire, ce qui est sûr, c'est qu'on le referait. Ouais. Bon, déjà, premier truc. Deuxième truc, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Peut-être 2 choses. La première, avoir moins de pudeur. Donc allez, je ne vais pas reprendre mon idée d'enlever le masque parce que ce n'est pas ça l'idée, mais c'est peut-être de se dire, de ne pas douter de notre légitimité et de notre crédibilité pour le faire. Parce quand on est parti dans ce virage vers l'économie circulaire, on s'est dit, en fait, est-ce qu'on est crédible? Et comment, dans des partenariats noués avec des industriels, mes exemples de constructeurs de camions, de Michelin, etc., qu'est-ce qu'on leur apporte, à part juste le pognon du financeur? Et en fait, on voit qu'on apporte beaucoup plus de choses. Donc, ne pas avoir ce type de pudeur, d'une part, et d'autre part, ne pas avoir non plus la pudeur d'exprimer ce qui est notre ambition et la promesse de nos clients. Et ça, c'est peut-être par là que je voudrais terminer. Finalement, ce que l'on fait aujourd'hui, quand on explique à nos clients, quand on explique à nos collaborateurs que notre modèle sur l'informatique avec Olin, c'est 75% de réduction de l'empreinte carbone par l'augmentation de l'utilisation sur la durée de vie plus longue d'un matériel informatique et 75% d'économie dans les budgets d'investissement IT par l'achat d'un matériel d'occasion reconditionné versus un matériel neuf. Vous allez me dire, on aurait pu y penser avant et le dire d'entrée, ça n'a pas été le cas. Ça tilte et ça nous permet d'avancer. Simplement, au début, on se posait la question de la légitimité. Et je crois que ça, je terminerai là-dessus, c'est vraiment un point important. Quand on parle de transformation de business model, on va donc sur des terrains qu'on ne connaît pas. Et les terrains qu'on ne connaît pas, en général, on préfère qu'ils soient beaucoup plus allumés qu'éteints. Il faut accepter parfois d'aller dans des choses dans lesquelles il y a du risque. Et c'est sans doute encore plus vrai quand on est banquier. Très clair, merci Hervé. Luc? Alors moi, il n'y a rien que je ferais différemment. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'obstacle, de difficulté, mais je pense que ça fait partie du chemin et c'est ce qui a aussi permis d'enrichir ce chemin et d'en tirer les enseignements qu'on a tirés. Mais il y a une formule que j'aime bien, c'est plutôt une invitation à moi-même et à celles et ceux que ça pourrait intéresser de continuer à être déraisonnable. Ça veut dire quoi déraisonnable pour moi? Ça ne veut pas dire prendre des décisions et se foutre des conséquences. C'est tellement pas ça. C'est plutôt sortir du rationnel et du connu. Je ne vois pas comment on va pouvoir innover de manière disruptive vers des modèles qui sont plus soutenables avec les mêmes outils, les mêmes approches que celles d'aujourd'hui, en fait. Et d'ailleurs, Einstein est d'accord avec moi, il dit qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la même manière qu'on les a créés.
Très clair. Marc, de ton côté, il faut juste que tu réactives ton micro. Ok, donc